Boulevard Raspail, à 2 pas de la Coupole et d'un Paris bruyant, vit Jean-Paul Sartre, l'écrivain le plus connu et le plus controversé de son temps. Cette chambre austère représente une espèce de conscience universelle. Combattants du tiers-monde, cubains, vietnamiens, étudiants sollicitent dans leur lutte l'appui de Sartre. Personnage public, Sartre pourtant ne s'entoure que de quelques personnes. La maison blanche avec vous savez, les petites fenêtres allongées en rectangle. Par ici, mais on ne peut pas bien voir, habite ma mère. Là-bas, habite le Castor. Vous voyez, c'est la maison blanche, là. Vous voyez? Ici, habite Arlette, là. 100 mètres aussi. Sartre, on vous identifie toujours à Saint-Germain-des-Prés. Je vois que tous ceux que vous aimez sont à Montparnasse. Oui, d'abord, j'ai habité longtemps Saint-Germain-des-Prés, mais vous savez, j'en ai été chassé par une petite explosion. Alors, je suis venu m'installer ici. Depuis, tout le monde s'est groupé là. Et ça, c'est le cimetière Montparnasse. Ça, c'est le cimetière Montparnasse, oui. Ça n'est pas lugubre? Pas du tout. Vous voyez, moi, je vois ça plutôt comme un tableau de Jean Gris, ou bien alors une petite ville. J'ai toujours visité les cimetières, d'ailleurs, à l'étranger. On est au 10e étage. 10e, oui. Avez... Alors, ils m'ont construit ça. Avant, oui. J'avais une vue beaucoup plus belle, il y a 2 ans. Vous aimez les hauteurs? J'aime bien, oui. J'aime bien habiter haut. Castor. Dès qu'on dit Sartre, on dit aussi Simone de Beauvoir, le Castor pour ses amis. Depuis 36 ans, les deux écrivains se voient tous les jours. Ils sont un couple intimement lié et à la fois très libre. Pour préserver leur intimité, mais surtout parce qu'ils se sont voués au travail, ils ont instauré dans leur vie une organisation de fer. Tous les matins, chacun travaille seul de son côté. Depuis près de 10 ans, Sartre prépare un essai sur Flaubert, où il tente de faire une synthèse, et c'est là son engagement d'intellectuel, de toutes les méthodes que nous avons pour connaître un homme, que ce soit les évidences qu'il donne sur lui-même, le marxisme, la sociologie et la psychanalyse. Mais en même temps, Sartre s'engage tout entier dans la lutte pour la paix et l'indépendance du Vietnam. Il a accepté de présider le tribunal Russell, qui doit juger les crimes de guerre au Vietnam. Alors, pour en venir à la guerre du Vietnam proprement dite, pourquoi aujourd'hui vous préoccupe-t-elle tellement? Je veux dire, quel type de danger comporte-t-elle? Eh bien, naturellement, c'est une banalité, mais une vérité de dire qu'elle comporte un danger nucléaire certain, un danger de guerre générale et nucléaire certain. Mais ce n'est pas dans cette perspective que je me place pour prendre position vis-à-vis de la guerre du Vietnam. Ce n'est pas non plus, bien que ce soit une chose absolument visible, d'un point de vue éthique, qui consisterait à dire ce qui est vrai, qu'il s'agit de l'agression d'un peuple de 200 millions d'hommes, riches, super armés, contre une nation où les paysans dominent, qui est de quelques millions d'hommes, et qui n'a pas les moyens de répondre aux agressions aériennes, par exemple, bien que cependant elles tiennent et elles tiennent dur. Ce n'est même pas de ce point de vue. Car ici, la position qu'on doit avoir est une position non pas seulement morale, mais politique et sociale. En vérité, la guerre du Vietnam représente à la fois la réalisation dernière et le symbole de ce que c'est que l'impérialisme.
l'impérialisme qui est le résultat de certaines structures sociales, à savoir de la forme du capitalisme monopolistique d'aujourd'hui. Là, je vois ici notre plus grand danger. C'est-à-dire que, étant précisément à l'intérieur d'une société capitaliste, étant déchiré par les contradictions de cette société, à partir de là, souhaitant une autre société, je me trouve du côté de ceux qui dénoncent précisément cette société et qui luttent contre elle. Et précisément à cause de ça, je constate que le dernier développement de l'impérialisme, c'est la guerre du Vietnam qu'il donne. Parce que les seules raisons que l'on peut donner pour la présence agressive des Américains au Vietnam, ce sont des raisons qui concernent l'impérialisme. Des raisons non pas tellement économiques dans ce cas-là que politiques et stratégiques. C'est précisément pour cela que je considère que si on abandonne cette lutte pour l'indépendance du Vietnam, je dis bien pas seulement pour la paix, mais pour l'indépendance du Vietnam, si on l'abandonne, si on laisse faire, c'est admettre que la société capitaliste, avec ses chaos, ses contradictions, mais sa possibilité aussi bien de colmater toutes les fissures, va se continuer. C'est admettre que la coexistence pacifique sera au profit des impérialistes. C'est admettre, si vous voulez, que les Américains, dans le monde actuel, peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est accepter l'hégémonie américaine. Un triomphe des Américains au Vietnam, ce serait en même temps une sorte de triomphe anticipé dans l'Amérique latine. Ça aurait pour effet de décourager un certain nombre de gens, de faire régner une Pax Americana sur le monde. C'est précisément cela que un grand nombre de gens dont je suis veulent combattre. Mais Sartre, enfin, ce tribunal dont vous êtes le président, qui êtes-vous pour juger? Ce tribunal est prévenu, votre siège est déjà fait. Il y a des gens qui se disent que ça pourrait être une sorte de tribunal de comédie. Vous me posez plusieurs questions à la fois, et je vais essayer de vous y répondre successivement. Mais d'abord, qui êtes-vous pour juger? Qui je suis, mais n'importe qui. Ce que le tribunal veut précisément faire, c'est que n'importe qui soit concerné, que n'importe qui puisse apprécier d'une manière juridique, en fonction d'un certain nombre de lois internationales que nous n'inventons pas, qui existent, la politique américaine. Vous savez que Luther disait « tous les hommes sont prophètes ». Eh bien, en somme, tous les citoyens doivent être capables de juger, d'apprécier. Ça veut dire, il y a des lois internationales, nous ne les inventons pas. Il y a des lois établies par la Convention de Genève, par le pacte de Briand-Kellogg. Il y a des lois auxquelles les Américains ont mis eux-mêmes la main, c'est-à-dire les statuts de Nuremberg qui ont permis de juger les coupables. Qui étaient les Américains pour juger ces coupables? Ils étaient uniquement les vainqueurs, car il est bien évident que si les Allemands avaient été vainqueurs, il y aurait peut-être eu des tribunaux, mais c'est Churchill ou Eisenhower qui auraient passé devant. Donc, la force ne donne pas la légalité. Et ce qui a précisément taché le procès de Nuremberg aux yeux de beaucoup de gens d'irrégularité, c'est qu'au fond, il était fondé sur la force, sur une victoire. Ce qu'il y a au contraire dans notre cas, c'est que nous n'avons aucune force. Nous n'avons aucun pouvoir. Je vous le répète, c'est ça le caractère des intellectuels. Et nous ne pouvons pas donner de sanctions, nous ne pouvons pas décider que nous allons châtier tel individu ou tel groupe d'individus, parce que ce serait absurde, nous n'avons pas les moyens. Mais ce que nous avons le droit de faire, c'est de dire, vous, impérialistes, qui avez fait des lois générales et internationales pour, contre certains aspects que peut prendre une guerre, tombez-vous ou non sur les lois que vous avez fait vous-même, sous le coup de ces mêmes lois. C'est-à-dire qu'au fond, nous n'inventons aucune loi, nous nous bornons, en tant que citoyens, à voir si ces lois permettent ou non de condamner une entreprise et les responsables de cette entreprise. Voilà exactement
en quoi le fait d'être n'importe qui permet de faire un jugement plus légal, à la condition justement qu'il ne soit pas exécutoire, que un jugement qui serait fait par un tribunal institué par la force, car dans le domaine international, il n'est possible de faire une jurisprudence que basée sur la force. Autrement dit, le tribunal de La Haye ne fait rien du tout, parce que le tribunal de La Haye n'a pas de force. L'UNO ne peut rien juger du tout, parce que l'UNO n'a qu'un embryon de force. C'est déjà trop, parce qu'il y a des intérêts en jeu, pour permettre une vraie légalité, mais ça n'est pas assez pour permettre un vrai jugement. Et vous me direz, mais au fond, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, puisque effectivement, il s'agit d'une guerre entre les Américains et les Vietnamiens. À cela, je vous répondrai d'une part que cela regarde tous les hommes, étant donné que justement le danger d'une guerre atomique ou le danger de l'établissement d'une Pax Americana nous menace tous. Et deuxièmement, je vous dirais que l'intellectuel est ainsi fait qu'il se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas. Parce que va-t-on reprocher à un intellectuel? Précisément ce que mes amis me reprochent. Mais faites donc votre travail sur Flaubert. Laissez donc les Américains tranquilles, ça ne vous regarde pas. Flaubert vous regarde. Et ça n'est pas vrai. Ce qui me regarde profondément, c'est justement ce qui ne me regarde pas. C'est-à-dire, c'est le fait que dans mon travail même, sur Flaubert ou sur autre chose, j'entre en contradiction avec moi-même. Et j'entre en contradiction avec la société extérieure. Et je ne puis terminer ce travail que si, en même temps, je fais partie, par exemple, de ce tribunal. Parce que la guerre du Vietnam conteste mon travail, et d'une certaine mesure, mais sans efficacité, mon travail conteste cette guerre. Vraiment que c'est le pape. Et là, c'est avec Fidel? Là, c'est avec Castro, ça c'est pas un montage, c'est vrai. C'était sur la lagune, la fois quand il les a amenés voir son espèce de maison de campagne, je sais plus comment ça s'appelait. Alors on est dans un canot automobile et on va voir la maison de campagne. Elle est superbe, la photo. Oui, elle est très très belle. Il vous a emmené à la pêche? Très belle. Il nous a amenés, c'est-à-dire que c'est lui qui a pêché. Il a pêché au revolver, il tuait les truites. Il a fait pêcher ça? Non, 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 non. Sartre a aimé ça? Ah bah oui, Sartre était ravi, c'était très intéressant. Oui. Ça c'est en Afrique, avec des casques coloniaux. Et ça c'est un très bon ami qui a pris part à des combats au Vietnam et qui s'est fait blesser. Il a l'air mort, réellement. Sur la maison est pleine d'objets. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça c'est des mains de Sartre. Ce sont les mains de- Chez Simone de Beauvoir, on est immédiatement saisi par une certaine fidélité d'elle-même à sa propre histoire. On rencontre ici un castor cubain, un castor africain, chinois, mexicain, japonais, espagnol. Jeune encore, avant Une mort très douce, avant son tout dernier roman, Les belles images, elle a consacré 10 ans de sa vie à nous restituer son passé et le nôtre le plus intégralement possible à travers 3 gros volumes de mémoires. Je suis attachée à mon passé, cependant je vis beaucoup au présent, je vis beaucoup dans le futur aussi, et dans les projets. Mais ce sont deux choses assez différentes d'ailleurs, les objets ou les mémoires, je crois. Parce que les objets, quand on les achète, finalement c'est pour sauver le présent. C'est avec l'idée que plus tard, ça sera des souvenirs qu'on conservera. Donc en un sens, c'est un projet l'achat d'un objet. Tandis que les mémoires, ça c'est tout à fait différent. J'ai voulu pendant, assez longtemps dans ma vie, j'avais pensé déjà à écrire le premier volume. Parce que mon enfance, ma jeunesse, j'avais envie de les sauver. Il y a une telle différence entre une vie d'adulte et puis une vie d'enfant, d'adolescence, qu'on a l'impression un peu d'avoir enterré dans la femme qu'on est devenue, la petite fille et la jeune fille qu'on a été. Et alors c'était comme une espèce de, je sais pas, de devoir envers elles que je ressentais, de les ressusciter. Surtout qu'il y avait eu des moments de mon adolescence qui m'avaient été assez douloureux et elle s'est terminée par la mort de ma meilleure amie dans des conditions assez tragiques. Alors j'avais vraiment envie de rendre justice à la fois à moi-même et à la fois à cette amie et à tout ce que cette enfance et tout ce que cette jeunesse avait été. Donc c'était un projet qui remontait très loin.
Et je pourrais dire qu'en un sens, je n'ai écrit mes autres livres, ceux d'avant, les romans, que pour avoir le droit un jour d'écrire cette histoire. Parce que naturellement, si j'avais été absolument personne, pas du tout connu, ça n'aurait pas eu de sens de raconter ces débuts. Il fallait déjà être un auteur un petit peu connu pour que ça veuille dire quelque chose de raconter le temps de mon apprentissage. Alors, les livres d'après, ça, c'était tout à fait différent. Ce n'était pas du tout prémédité, et je ne pensais pas, quand j'ai écrit les mémoires d'une jeune fille rangée, que je continuerais. Seulement, comme je le dis d'ailleurs dans les préfaces, une fois que j'ai eu commencé, eh bien, il y avait un point d'interrogation à la fin des mémoires d'une jeune fille rangée. Finalement, toute cette lutte, tout ce combat, toute cette liberté conquise, c'était pourquoi faire. Et j'ai éprouvé le besoin de dire ce que j'en avais fait par la suite. Et alors, ça s'est mis à m'intéresser de plus en plus. Mais quand j'ai commencé La Force de l'âge, j'avais bien l'idée d'aller jusque le plus loin possible, enfin jusqu'au moment où j'étais maintenant. Et j'ai coupé en deux, j'ai fait La Force de l'âge et puis La Force des choses, parce que quand même j'étais un peu à bout de souffle quand j'avais fini La Force de l'âge, et que ça faisait d'ailleurs une coupure tout à fait normale. La fin de la guerre, la libération, ça marquait le début vraiment d'une autre époque. Mais enfin, vous voyez, ça fait une grosse différence entre le premier volume, qui était prémédité depuis très très longtemps. Je pourrais presque dire que dans mon adolescence, en même temps que je vivais mon adolescence, je pensais qu'un jour, il faudrait que je la raconte. Et puis les deux autres, qui n'étaient pas du tout prémédités, parce que le présent que j'avais vécu à ce moment-là m'avait semblé se suffire complètement. Mais c'est venu plutôt comme un complément, et petit à petit, alors, la nécessité s'en est découverte, mais beaucoup plus tard. Il fait beau, il fait froid, mais il fait beau, il y a un beau ciel clair. C'est bien. Attendez, je vais jeter ça dans le truc. Voilà. Ah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il y a un gigot là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Un gigot. Voilà, je vais acheter d'abord mes journaux. Venez. Vous voyez, Madeleine, c'était là qu'était la porte de l'immeuble où je suis née. C'était le 103 boulevard Montparnasse. Et maintenant, il y a le cinéma. Et c'était juste au-dessus de la rotonde, mais qui était moins grande. Mais alors, c'était paradoxal parce qu'on entrait par le boulevard Montparnasse, mais je vais vous montrer où était l'immeuble en fait. Ça donnait sur... Ah, j'ai ce machin qui prend. Je me demandais ce que c'était. Ça donnait sur le boulevard Raspail. Alors vous voyez, c'est là exactement, là où il y a le balcon au second étage, c'est là la chambre où je suis née. Poupette aussi. Et Poupette aussi, oui, c'est là. Et c'était le balcon où je m'asseyais, je raconte dans les mémoires d'une jeune fille rangée, pour regarder les gens passer sur le boulevard. Bonjour. Comment ça va, vous? Alors, on vient ressusciter le passé? Oui, que voulez-vous? Oui, bah, je crois que c'était là que je venais d'habitude. Oui, c'était là. Alors voilà, on est là pendant la guerre surtout, parce qu'on avait chaud. Et en général, je me mettais là, mais quelquefois sur la banquette en face, parce que quand il y avait le poêle, plus près du poêle, c'était là que je me mettais. Oui. Et Sartre se mettait en général à la table là-bas, près des bouteilles. Et alors, quelquefois, quand il y avait trop de monde en bas, alors on montait en haut. Pendant les alertes aussi. Pendant les alertes aussi, parce qu'on fermait tout, et puis Boubel nous faisait monter, nous, là-haut. Ah, ça rappelle des tas de souvenirs. C'était le 4e étage de la maison de Sartre, et là, il a vécu depuis la mort de son beau-père, c'est-à-dire depuis 1946, jusqu'à ce qu'on le plastique en quelle année? En 62. Il a vécu là, ça fait quand même très très longtemps. C'est les volets qui sont... Et c'était les fenêtres, c'est ça, c'était les fenêtres blanches. Ça, c'était le salon, et là, c'était la pièce où on travaillait. Et l'appartement a sauté de fond en comble, alors ça... Regardez, ah oui, c'est
C'est celui-là, c'est ça, c'est celui-là sous le balcon, et à la porte de l'appartement. C'est pour ça que ça a éclaté, ça a tout foutu en l'air. Oui, ce cours Désir que je vais vous montrer, c'est plus le cours Désir maintenant, il a déménagé. Il est place Saint-Germain-les-Prés, le nouveau, mais il n'est plus ici. Je ne sais même pas ce que c'est devenu. Voilà, c'est cette porte-là. C'est ici. Et il y a encore l'inscription Institut normal, fondé par mademoiselle A. Désir. Enfin, ça l'était. Cours complémentaire d'éducation. Fondé par mademoiselle A. Désir, oui. Mise en... Alors, c'était toutes ces vieilles pièces comme ça. C'était C'était toute la façade. Toute la façade était comme ça. Conférence, Et académie, maintenant, économie domestique. Oui, 1853, hein. Alors, vous voyez, ça, c'est la maison, en somme, où se passent les mots. C'est pas la maison où Sartre est né, mais c'est la maison où il s'est installé à 5 ans avec ses parents. Et il y est resté jusqu'à ce que... il y est resté jusqu'au mariage de sa mère, qui alors est partie pour La Rochelle. Et c'est cet appartement-là, c'est celui qui a le plus compté dans son enfance. Alors, vous voyez, c'est là-haut, c'est le balcon là-haut, pas à gauche, pas à droite, c'est la façade du milieu. Et c'est le balcon là-haut où il y a les très jolies ardoises comme ça qui descendent là-dessus. C'était là. On entrait par cette grande porte cochère. Tous ces rêves d'écriture, c'est là. C'est ça. Sur une autre forme de chez les autres. Oh oui, oui. Il y a une mode aujourd'hui en France, c'est de vous tirer un grand coup de chapeau, comme à un monument historique, puis de vous enterrer. Certains vous présentent comme un vieux fonctionnaire infatigable de l'humanité, comme le dernier des penseurs du XIXe siècle, égaré dans le nôtre, ou encore comme le dernier des philosophes, ce qui revient à dire que la philosophie n'a plus de sens et qu'on peut tranquillement se débarrasser et d'elle et de vous pour s'adonner enfin à la vraie science. Or, vous avez à peine répondu à ces attaques. Qu'en pensez-vous, Sartre? Je pense qu'elles sont légitimes et que j'aurais bien mauvaise grâce à m'en offusquer, étant donné que moi-même, je me suis fait les dents pour commencer sur Mauriac, qui d'ailleurs ne l'a jamais oublié, disant je pardonne les offenses, mais je ne les oublie pas. Donc je considère que c'est bien mon tour. Mauriac devait avoir à peu près mon âge au moment où j'attaquais ses romans. D'autre part, je pense aussi que c'est me faire bien de l'honneur de me dire le dernier penseur du 19e siècle, parce que si je suis le dernier penseur du 19e siècle, aujourd'hui, je suis aussi le dernier penseur du 20e, parce que je ne vois pas que les autres puissent être considérés comme des penseurs. Ce sont ou bien des rhétoriciens, simplement des rhéteurs, ou bien des sophistes. Mais ça, ils se font les dents, ils feront autre chose, ils deviendront autre chose, ou ils disparaîtront, peu importe. En tout cas, si j'en parle peu, c'est parce que je ne pense pas qu'il y ait lieu de perdre son temps à répondre à des attaques. Il y a à faire ce qu'on a à faire. Je ne m'en vais pas défendre mes intérêts idéologiques en me lançant dans des controverses passionnées, comme font par exemple les gens du nouveau roman, s'attaquant entre eux, se pillant entre eux. Il vaudrait mieux d'écrire des romans qu'ils ne font plus maintenant. Je pense qu'ils devraient le faire. Et de même, moi, je travaille Flaubert. C'est ma seule réponse. Et c'est au public ensuite à juger, c'est aux gens qui travailleront après de voir si ces méthodes sont bonnes ou si elles ne le sont pas. Vous voulez rien dire de plus? Non. Très bien. Bon, alors je voudrais qu'on revienne à autre chose. Tout à l'heure, quand Madeleine vous a demandé qui êtes-vous pour juger, vous avez répondu, mais comme ça, sans réflexion, n'importe qui. Bon, or ça, je trouve que le thème du n'importe qui, chez vous, j'aimerais que vous en parliez. Par exemple, à la fin de votre livre Les mots, vous posez une question à vous-même, et la question est celle-ci: que reste-t-il? Et vous répondez, c'est votre réponse: tout un homme fait de tous les autres, et qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui. Aussitôt après la parution des mots, on vous a décerné le prix Nobel de littérature. Vous l'avez refusé, et ceci a fait dire à quelqu'un qui vous aimait bien, et je trouve ça
extrêmement drôle et j'aimerais que vous parliez là-dessus. Décidément, Sartre est plus n'importe qui que n'importe qui. Eh bien, vous comprenez, quand je dis tout un homme fait de tous les hommes, ça vaut pour moi comme pour tous, et ça signifie par conséquent une telle communauté en profondeur entre les gens que vraiment ce qui les sépare, c'est du différentiel. Autrement dit, je trouve que il vaut mieux essayer de réaliser en soi, dans son aspect radical, la condition humaine, autant qu'on le peut, que de s'accrocher à une mince différence spécifique, que nous appellerons par exemple le talent, qui est un crime contre soi-même et contre les autres, parce que c'est s'attacher uniquement à ce qui sépare. En vérité, quand je dis que je suis n'importe qui, je veux dire les différences qui font l'objet de vanité, de recherche et d'ambition sont si minces qu'il faut vraiment être très modeste pour les rechercher. Et en même temps, on se mutile. Ce que je trouve, au contraire, que je ne puis réaliser moi-même, parce que je suis, c'est ma contradiction, bourgeois, c'est certains rapports extrêmes avec la mort, le besoin, l'amour, la famille, dans un même moment de danger, qui fait que, à ce moment-là, on touche à la vraie réalité humaine, c'est-à-dire à l'ensemble des rapports vécus à tous les termes limites de notre condition. Ça, pour moi, c'est pour ça que j'ai du respect pour les gens qui vivent dans ce domaine, par exemple, si vous voulez, pour ce qu'étaient des paysans cubains avant la Révolution. Dans la misère, dans la souffrance, à mon avis, ils réalisaient infiniment mieux ce que c'est qu'un homme, que M. de Monterland, par exemple. Et c'est ça que je veux dire. Cependant, je pense que dans ces conditions, être n'importe qui n'est pas simplement une réalité, c'est aussi une tâche. C'est-à-dire refuser tous les traits distinctifs pour pouvoir parler au nom de tout le monde. Et on ne peut parler au nom de tout le monde que si on est tout le monde. Pas chercher, à la manière de tant de pauvres de mes confrères, le surhomme, mais au contraire, être le plus homme possible, c'est-à-dire le plus semblable aux autres. Et le prix Nobel de littérature aurait été une distinction. Le prix Nobel de littérature aurait été précisément une petite distinction, un petit pouvoir, une séparation. Moi, je n'ai de rapport qu'avec mon public. Mais est-ce que vous auriez accepté, Sartre, le prix Nobel de la paix? Non, pas plus que le prix Nobel de littérature. Ce que j'aurais accepté avec reconnaissance, c'est le prix Nobel au moment des 121. Parce qu'à ce moment-là, je n'aurais pas considéré comme me distinguant, mais comme une preuve de solidarité dans des pays étrangers touchant une action radicale contre la guerre. À ce moment-là, oui. Mais je n'aurais pas considéré comme étant à moi. Ah bon, alors Paris-Brest et François. Alors François. Ah, bon. Merci. Alors, attendez, oui, je paye quand même. C'est combien s'il vous plaît? Ils se retrouvent et reprennent à la palette leur longue conversation ininterrompue. S'ils ne déjeunent pas toujours ensemble, ils sont fidèles au rendez-vous de 4 heures de l'après-midi, où ils travaillent côte à côte.
Il peut arriver, quelquefois, que l'un reste 6 mois sans savoir ce que fait l'autre exactement. Mais toujours ils se soumettent leurs manuscrits et sont l'un pour l'autre de sévères critiques. Sartre, par exemple, fut le premier lecteur du Deuxième sexe, ce livre qui a donné à Simone de Beauvoir son vaste auditoire mondial. Publié en 1949, ces thèses sont aujourd'hui plus actuelles que jamais. Allons-y, parlons des femmes. Ah, encore? Écoutez, ça intéresse tout le monde. Et de toute manière, vous avez dit que le seul livre que vous défendriez contre les et marées, c'est le Deuxième sexe. Alors, on peut voir qu'à cause du Deuxième sexe, on peut dire qu'à cause du Deuxième sexe, et puis aussi à cause d'une prise de conscience générale, les choses ont un peu changé. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la question féminine aujourd'hui? Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes aujourd'hui. Je pense que ça va même moins bien qu'au moment où j'écrivais le Deuxième sexe. Parce que quand j'écrivais le Deuxième sexe, j'avais un vif espoir que la condition des femmes allait profondément changer. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du livre. Je dis que j'espère que ce livre sera un jour périmé. Et malheureusement, il ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup qu'il l'est, mais pour des raisons inverses. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup aujourd'hui en France, et c'est un peu la même chose dans beaucoup de pays, que le féminisme s'est périmé, que le féminisme s'est démodé. Et moi, je n'en crois absolument rien. Enfin, vous savez quelles sont mes idées sur la condition des femmes. C'est que pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'obtenir que par le travail. Il faut que les femmes travaillent exactement d'une manière aussi universelle, que ça soit aussi normal pour elles que pour les hommes, pour que, sur les plans intellectuels, psychologiques, moraux, elles puissent également se sentir, profondément et de l'intérieur, les égales des hommes. Bon, et pour qu'elles puissent le devenir et avoir des responsabilités économiques, politiques, sociales qui soient équivalentes. Or, en ce moment, il y a en France un mouvement que j'appellerais un mouvement de régression, parce qu'il vise, au contraire, à enfermer de plus en plus la femme au foyer, dans sa famille, auprès de ses enfants, et à lui refuser les possibilités de faire une carrière de travailleuse équivalente à celle des hommes. Mais comment expliquez-vous cette régression actuelle dont vous parlez? Ça, je l'explique pour une raison très simple, c'est que nous sommes dans une démocratie bourgeoise. Mais des démocraties bourgeoises sont en vérité des pays qui sont gouvernés par une classe dominante qui est la bourgeoisie. Et cette classe dominante qui est la bourgeoisie, eh bien, à ce moment-là, elle veut garder le pouvoir. Et une des manières dont elle va garder le pouvoir, c'est précisément de garder la femme au foyer. Ça pour des tas de raisons. Parce que la classe bourgeoise a intérêt au statu quo, donc elle a intérêt à ce que les gens soient dépolitisés. Empêcher les femmes de travailler, les empêcher de se mêler à la vie publique, c'est avoir tout un public votant et à la fois dépolitisé, qui par conséquent va être là à voter pour le pouvoir personnel, pour De Gaulle, pour l'apolitisme. Et en même temps, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise l'homme. Ça, c'est très important, que toujours l'émancipation de la femme a été liée à l'émancipation sociale. Quand en Amérique, il y a eu un grand mouvement contre la ségrégation au XIXe siècle, du même coup, il y a eu un grand mouvement féministe. Les deux se soutenaient. Eh bien, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise l'homme. C'est très sensible en France, parce qu'elle le garde lui aussi à la maison, on regarde ensemble la télévision, et de cette manière-là, en empêchant la femme de se politiser, on empêche aussi l'homme d'être politisé. Et on empêche la femme d'être politisée si on l'empêche de travailler. Parce que la vraie politique, ce n'est pas le bulletin de vote, qui sert au contraire à maintenir la dépolitisation. Parce qu'on votera pour, mettons, le pouvoir personnel. C'est la participation à des syndicats, à des groupes de pression. C'est par le travail seulement, par la vie économique, qu'un individu peut s'intégrer à la vie sociale. Alors, on maintient la femme loin de la vie économique, à la maison, donc on la maintient loin de la vie politique. Si vous voulez, je crois que c'est une des raisons très fortes pour lesquelles il y a tout ce mouvement contre l'émancipation féminine. Et ajoutons aussi qu'une société bourgeoise, naturellement, veut maintenir en même temps que ses infrastructures, ses superstructures, c'est-à-dire sa morale et son éthique, et que parmi les valeurs de la bourgeoisie française, il y a essentiellement toutes les valeurs de la féminité, de la maternité, de la vie d'intérieur, de la vie de foyer, etc., etc. Alors notre bourgeoisie moderne et technocratique conserve sur ce plan-là toutes les valeurs de l'ancienne bourgeoisie. Il n'y a là-dessus pas de changement. On a pu espérer un changement parce qu'on a eu besoin un peu que les femmes travaillent après la guerre de 14-18. C'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment une promotion de la femme.
En 1945, on a pensé qu'il allait en avoir une autre et que la femme allait vraiment s'émanciper. Et puis les conditions économiques sont telles que finalement il y a du travail. C'est aussi peut-être la première réponse que j'aurais dû vous donner. Il y a du travail finalement pour 26% de femmes et pas pour davantage. Et du moment qu'on ne peut pas prendre les places aux hommes pour les donner aux femmes, du moment qu'il n'y a pas de place pour les femmes, eh bien, il faut faire une chose, alors, les décourager, les dégoûter du fait de travailler. On les décourage de travailler parce qu'on n'a pas de travail à leur donner, en gros, c'est ça. Si on avait besoin de travail parce que, par exemple, la société serait différente et qu'il y aurait des possibilités économiques beaucoup plus riches ou une autre distribution du travail, à ce moment-là, on leur créerait une autre idéologie et on les persuaderait, au contraire, qu'une femme est d'autant plus féminine, d'autant plus attirante, d'autant plus intéressante, etc., qu'elle travaille. Il y a des femmes et beaucoup d'hommes qui disent qu'une expérience capitale vous a manqué, celle de la maternité, et que sur ce point vous êtes mutilé. Et selon eux, cette mutilation disqualifierait tous vos propos et toutes vos thèses. Oui, je trouve ça complètement absurde. En effet, je connais cela, parce que si j'avais voulu écrire un livre sur la maternité vue de l'intérieur et senti de l'intérieur, bien entendu, on aurait pu me faire ce reproche. D'ailleurs, ça serait un propos absurde et je ne l'ai pas tenté. Mais quand j'écris le deuxième sexe, je fais un travail de sociologue, d'anthropologue, et je parle du dehors, de conditions qui sont tout à fait différentes de la mienne. Je parle aussi bien des prostituées que des mères, que de la femme à travers les âges. Et par conséquent, ce reproche n'a absolument aucun sens. Que je sois mère, que je ne le sois pas, ce que j'ai à dire sur les femmes en général n'est pas du tout lié à mon expérience personnelle. À ce compte-là, alors la sociologie serait impossible, parce que si vous n'êtes pas vous-même un corbeau, vous ne pouvez pas écrire un livre sur les corbeaux. Toute la sociologie est au contraire basée sur une certaine distance entre la société que vous étudiez, la condition que vous étudiez, et puis vous-même. Pour le reste, alors, parler de mutilation, je trouve ça également complètement absurde, parce que ça serait supposer qu'il y a un être de la femme naturel donné en soi, alors qu'en réalité, il y a 50, 10 000 manières de vivre sa condition de femme, comme il y en a de vivre la condition d'homme, et qu'aucune n'est mutilante. Il n'y a de mutilation que si vous avez souhaité quelque chose et que vous ne l'avez pas, mais si vous ne le souhaitez pas et que vous ne l'avez pas, il n'y a pas de mutilation. Parce qu'un manque n'est jamais un manque en soi, il y a de manque que lorsqu'il y a un désir inassouvi. Du moment que je n'ai pas eu un désir d'enfant, de ne pas avoir d'enfant, n'est pas une mutilation. D'ailleurs, on voit bien là le préjugé contre la femme, parce qu'un homme qui n'a pas d'enfant ne dira jamais qu'il lui manque d'être père pour connaître la condition humaine et qu'il est mutilé. Vous vous moquez vous-même de votre optimisme, que vous avez qualifié d'incorrigible. Et vous possédez, cela passe à travers tous vos livres, un goût, une volonté, un désir de bonheur. Pourtant, aussi, on remarque une certaine vision, dans vos livres, une certaine vision tragique du monde. Par exemple, on vous parlait souvent de la mort, de la solitude, de la contingence, du délaissement. Je ne crois pas que ce soit du tout contradictoire. Je crois que les gens qui ont le goût de la vie, le goût du bonheur, sont précisément ceux pour qui la mort et le malheur représentent quelque chose de plus intolérable. Il y a des gens qui vivent toujours dans des espèces de grisailles entre deux eaux, ils ne tiennent pas tellement à vivre et du même coup, ça ne leur fait pas tellement horrible de mourir. Il y en a même pour qui la vie est une espèce de longue peine à tirer, et puis qui... Alors, ils n'ont ni le goût du bonheur, ni le sens du malheur. Je crois que c'est parce que j'ai le goût du bonheur d'une manière très forte que j'ai également le sens du malheur et que le malheur m'apparaît comme quelque chose de tragique. Je le dis d'ailleurs aussi ça dans mes mémoires, que j'ai toujours séparé les ténèbres de la lumière en quelque sorte. Les choses sont ou très noires ou très lumineuses dans l'ensemble pour moi. Peut-être un peu plus d'ailleurs quand j'étais jeune que maintenant, où malgré tout, quand on vieillit, les deux se mélangent un petit peu plus, les bonheurs sont un peu moins vifs et le sens de la mort un peu moins tragique, parce qu'on sait bien, on a fini par comprendre qu'il faut s'y acheminer et qu'après tout c'est la seule solution. Mais enfin, j'ai quand même encore un peu ces deux tendances qui sont encore assez nettement séparées, enfin, séparer la lumière et l'ombre. Et ce n'est pas pour désespérer les gens que vous en parlez. Castor, il y a 2 ans, il y avait justement un malentendu, parce qu'après le « Je suis floué », tout le monde disait que votre vision était tellement pessimiste que vous aviez manqué votre vie d'une certaine manière. Bon, ça, c'est tout à fait absurde. Et je l'ai dit et répété, mais je veux bien le répéter encore une fois, je n'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie, je suis extrêmement contente de ma vie, et je trouve que si on prend le mot de Goethe, qu'est-ce que c'est qu'une belle vie, ce sont des rêves de jeunesse réalisés dans l'âge mûr, eh bien, alors vraiment, j'ai réussi ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves. Simplement, il y a un moment où quand on se retourne réflexivement sur sa vie, on s'aperçoit qu'une vie même réussie,
c'est sur un certain plan un échec parce que ça n'est pas quelque chose, une vie, qu'on puisse prendre dans ses mains, posséder, contempler, qu'on n'a pas une vie finalement. Moi, j'aurais voulu qu'en dehors des héros spéciaux, on aborde quand même le problème en face. Il faut quand même que nous parlions de la révolution culturelle. Attendez que ça m'en vienne. Nous ne savons rien de devrait avoir l'État moderne. même dans l'État moderne quelque chose sur la révolution culturelle. Pas sur la Nous serons, avait Ouais, dit ça, c'est Sartre, quand même, alors là, des chasseurs de sens. ceci dit, c'est fort difficile, c'est fort difficile. Depuis 20 ans, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre sont entourés par un groupe d'amis fidèles, le comité de direction de leur revue Les Temps modernes. Depuis 20 ans, Les Temps modernes représentent en France cette tentative d'imposer au monde cette remarque de Hegel: on ne peut être libre que si tous le sont. Il y a là Claude Lanzmann, journaliste et écrivain. Bernard Pingot, écrivain. Francis Janson, philosophe. Jacques-Laurent Bost, écrivain et journaliste. Jean Pouillon, sociologue. Ou alors, ils sont acceptés par les régimes capitalistes en place. Est arrivé dans un stade où des revendications traditionnelles, comme par exemple André Horst, écrivain et économiste. Dans ces réunions des temps modernes, 2 fois par mois, règne la plus parfaite démocratie. Les questions du jour sont à l'honneur. Ce qui fait qu'il y a un complet décalage des niveaux. Les uns se battent pour les objectifs traditionnels. Rue de l'Ambre, Sartre retrouve Arlette Elkaïm, sa secrétaire, et depuis 2 ans, sa fille adoptive. Ah bon? Bon, moi je peux pas jouer devant quelqu'un. Hein. Elle est bien, elle est jolie. Très jolie par contre. La mère de Sartre, l'émouvante Anne-Marie, dont il nous a tracé le portrait dans les mots, a aujourd'hui 85 ans. La mère et le fils, ou bien pour être plus exact, Poulou, car c'est ainsi qu'elle l'appelle, se voient 2 fois par semaine. Je croyais que Poulou n'était pas ça. Ah oui? Ça, c'est un... Et ça, c'est Ça, c'est lui tout petit. extraordinaire. C'est lui dans les mots, là, comment il a parlé, lui. Ça, c'est papa. Il est joli là-dessus. Ah, ça c'est le grand-père. C'est le alors. grand-père. C'est le Il est bien grand-père. là-dessus. Est-ce que vous trouvez que Sartre en a bien parlé dans les mots? Je trouve que, oui, il en a bien parlé, mais pas dit assez bien.
Pourquoi? Non, parce que c'est un homme excellent, qui était excellent. Oh, si, il en a dit du bien. Il en a dit du bien, mais il y a des gens qui ne le comprennent pas. Pour Qui, moi, par c'est exemple? un être merveilleux, mon père. Beau d'ailleurs. Ah, c'est son père. Son père. Mais pas quand je l'ai connu. Il est mort à quel âge? 29 ans. Il n'a pratiquement pas connu. Oh, il n'a pas ça. connu. Pratiquement pas. Pour lui rendre. Pour lui avait 9 mois. Mais après, oh non, il n'a pas connu. Il était officier de marine. Il était officier. Il était très intelligent. Oh, remarquable. Oui. Remarquable. Est-ce que vous Toulouse. trouvez que Sartre lui Ah ressemble? oui. Non. Non, Non. non, pas. C'est-à-dire, oui, comme intelligence, il a pris toute l'intelligence de son père, mais il a. Une partie de la mer aussi. Non. Mais il a de mon côté. Quoi? Ben, il est musicien. Oui. Il ne se connaissait pas, mon mari. Il est gai. Il a l'esprit. Il n'a pas l'esprit dirigé de la même façon. Son père était scientifique, plutôt. Ça fait une grosse différence. Et je crois que Pouloutien, il a quand même un peu d'esprit scientifique, mais qui le tient aussi bien de mon côté, pas moi, mais mes frères étaient des ingénieurs. Vous avez connu mon frère, non? Vous n'avez pas connu? Il avait 26 ans. C'était au moment de la déclaration de guerre. Oh non, C'était avant. d'avant. Quand il faisait son service militaire? Oui, oui. On peut lire ce qu'il dit derrière? Ce qu'il dit, Oui, mais bien sûr. c'est étonnant. Chers parents, je vous envoie ma gueule en 2e classe. Frémissant et calme, comme dit le Paris Soir. Un peu gras, bien malgré moi, ce qui ne sera pas pour déplaire à maman. Ah, déjà, vous voyez. Vous remarquerez la brièveté du cheveu. Ici, tout va fort bien. J'ai pris un bain ce matin aux douches municipales pour unir la propreté du corps à la... Où est la suite? Il devait parler du moral. Il n'est pas gros, mon fils, maman dit. Vous le trouvez maigri? Ah oui, on n'aime pas ça. Ça lui va bien. Ça lui va bien, bien sûr. Mais Ah, il est très bien en ce moment. vous le trouvez bien? Ah Oh, oui. moi aussi, j'ai Vous trouvé l'aimez ça. mieux quand il est plus gros? C'est comme Simone. Je l'aimais mieux, elle était confortable quand elle était grosse. Maintenant, vous la trouvez comment? Mais elle la trouve bien. Mais enfin, je ne me gênais pas quand elle était confortable. Et replète. Ben, elle n'était pas replète, elle était belle fille. Une question très très simple. Ça fait 36 ans ou 37, je ne sais pas, que vous vous connaissez et que vous vous voyez tous les jours. Que vous vous voyez seul. Que vous parlez sans secours extérieurs, c'est-à-dire sans gens, sans conversation mondaine, etc. Et Je précise d'abord que nous avons été longtemps dans les cafés. Et sans télévision. Mais même dans les cafés, c'était... Et un mouvement de séquestration. Même dans les cafés, on n'en parle pas. Ça. Même dans les cafés, c'était du tête-à-tête. Alors ma question, c'est très simple. Quel est l'objet de cette longue conversation ininterrompue? De quoi parlez-vous? C'est la rumination, quand je disais ça. La rumination que les gens en C'est général Merleau-Ponty font qui seuls, disait c'est ça. les Merleau-Ponty qui parlaient de la rumination. Moi, j'ai Mais repris. enfin, c'est vous qui disiez l'autre jour que nous faisons de la rumination à deux. La rumination que les autres gens font seuls, nous la faisons à deux. Mais les autres ruminent beaucoup moins seuls On que marmonne, on marmonne. On rabâche les événements, les Le texte choses. de Merleau- Change de sujet. Il y a un drôle de choses presque au même moment, pratiquement. Et ça, c'est intéressant de savoir quand même comment c'est venu. Dans La force des choses, elle écrit « j'ai été floué ». Vous, dans les mots, vous dites longtemps j'ai pris la plume pour une épée. À présent, je connais notre impuissance, etc. Un espèce de drôle de ton désenchanté que vous adoptez tous les deux vis-à-vis de votre propre vie. Quand Je ne vous sais plus que faire de racontez, ma vie. Je ne sais plus que faire de ma vie.
Vous avez raison, Madeleine. C'est le plus important. Je ne sais plus que faire de ma vie. Je veux dire, est-ce que c'est à la suite de conversations communes? Parce que tout de même, ça a dû jouer un petit peu. Enfin, comment vous sentez dans votre vie la part de réussite, la part d'échec? Demandez-lui d'abord. Je pense qu'en effet, non, mais il y a deux questions que vous posez. Il y a deux. Dans quelle mesure c'est commun? Il y en a beaucoup. La mesure où c'est commun, c'est que tout de même, je crois en effet qu'on est influencés l'un par l'autre. Il y a eu des conversations, mais même pas des conversations. Il y a une situation commune d'abord, qui est que nous avons quoi, 2 ans de différence ou 3 peut-être, mais enfin, nous sommes à peu près au même âge, c'est-à-dire ce que j'appelle l'entrée en vieillesse. Alors ça, nous l'avons senti tous les deux. Nous nous ressemblons quand même sur des tas de points, tout un tas de différences sur d'autres. Donc c'est pas, ça c'est normal que nous l'ayons senti un peu pareil. Et il y a eu certainement eu des conversations, cette espèce de magma qui fait que, après tout, il m'a influencé, je l'ai influencé, donc c'est un truc commun. Ça, c'est une première réponse pour ce qui est commun entre nous deux. Vous aviez dit, moi, quand j'étais jeune, je voulais être heureuse et puis je voulais me donner le monde. Et Sartre lui a dit, je voulais écrire. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez réussi? Je voulais être heureuse et me donner le monde, je voulais écrire aussi. Mais écrire en même temps pour retenir le monde. Oui, sur un certain plan, je pense que j'ai réussi. Ça d'ailleurs, je vous l'ai dit déjà l'autre jour. Je pense que ce que je souhaitais faire, je l'ai fait. J'étais heureuse et j'ai écrit et j'étais contente. Simplement, tout ça est affecté d'une espèce de parenthèse, comme dirait Serle. C'est un peu mis entre parenthèses. Et cette parenthèse qui fait que j'ai dit, j'étais flouée. Mais c'est plus intéressant de demander ça à Sartre qui n'a pas répondu. Le bonheur, je m'en fous. C'est bon, je voulais faire quelque chose de marquant. C'est fait. Non. Si, c'est fait. Ouais, bon, d'accord. En tout cas, de toute façon, ça singularise. Ce qui est fait n'est que ce qui est fait. À ce moment-là, surtout à partir de 60 ans, on le laisse au jugement des autres. C'est aux autres de juger ce que ça vaut. Tandis que, quand on a 15 ans, on rêve de faire plus que ce qu'on fera jamais. Oui, ça, bien sûr. Ça fait une espèce de différence énorme. C'est l'échec de la réussite. Oui, l'échec dans la réussite. La réussite dans l'échec. Objectivation, votre Il devient quelque chose d'absolument singulier. C'est la liquidation qui est en même temps la détermination et... Vous redémarrez à l'enfance, d'une certaine façon. Ah oui, on revient à l'enfance, et puis il y a la contradiction. Parce que l'enfance, c'est l'ouverture, l'exigence et l'ouverture, mais après, la vieillesse, c'est la fermeture. Enfin, la vieillesse... on pourrait dire d'une manière très simple que ce qu'on veut, c'est être quelqu'un, quand on est enfant ou jeune, et que du moment qu'on est quelqu'un, on n'est que ce quelqu'un. À propos du sentiment d'urgence que vous pouviez avoir vis-à-vis de ce qui vous reste à écrire, d'un côté, vous avez l'air là, mais vous êtes peut-être là ce soir, vous avez l'air là, et puis de l'autre, il y a des tas de choses que vous avez encore envie d'écrire. Oui, c'est un sentiment d'urgence totale. Et qui abîme même les trucs que je fais. Ça abîme? Oui, parce que je veux toujours que ce soit fait au plus vite. Il n'y a pas longtemps que c'est comme ça, m'a fait quelques années. Depuis quand? Plus 5-6 ans. Plus que ça, hein? Oh, j'aurais dit plus que ça, j'aurais dit 10 ans. 10 ans. Ouais, 10 ans. Je vous dis, moi, j'ai des trucs qui existent à faire devant moi. C'est mon malheur. Est-ce que vous avez une idée, par exemple, de la finitude de votre œuvre? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, bon, ben, j'ai ça et ça à faire, et après ce sera fini, je peux oui, mourir? Il y a deux choses. C'est bien. Il y a deux choses. Il y a cette idée-là, puis il y a l'idée qu'elle est déjà finie. Alors, justement. C'est-à-dire que, si vous voulez, je suis en contradiction avec moi-même, parce que d'une part, je pense en effet que si c'était possible, il y a le deuxième volume de la critique de la raison électrique à finir, Flaubert à finir, faire une suite aux mots, j'aimerais bien faire une pièce de théâtre encore, une petite chose libre. Ça, c'est le programme, n'est-ce pas? Et d'autre part, il y a le fait que je pense que
étant donné, comme on dit maintenant, que c'est entre 25 et 35 ans, 40 ans, que l'activité créatrice est vraie. Ça, je crois pas que ce soit vrai pour les littérateurs. Ça, alors, vraiment, je crois pas du tout que c'est les mêmes choses. Enfin, c'est là qu'ils ont leur manière, ils inventent leur manière. C'est faux pour les peintres, c'est faux, non, ça, je crois pas. C'est là qu'ils sont gays. Ils sont gays, ils ont l'avenir. Ouais, mais, alors, c'est l'autre idée, si vous voulez. C'est l'idée qu'après tout, si je mourrais demain, c'est déjà fait. Je devrais être. C'est vrai aussi. Oui, c'est ce que je dis. L'œuvre est faite, mais les œuvres ne sont pas faites. Les œuvres ne sont pas faites. Les œuvres ne sont pas faites, vous avez raison, mais l'œuvre est faite. Et puis je trouve qu'il faut le dire. Bon, moi, jamais vous n'avez accepté de faire ça. Non. Ce que vous faites ce soir. Pourquoi l'avez-vous fait ce soir? Par amitié. À tous les deux. Par amitié pour Madeleine et pour vous. Ça, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas d'autre raison. Simplement. Si tu as dit autre chose, vous l'avez demandé. Oui, peut-être. Ce n'est pas si mal qu'une fois, il y a un document qui est fait dans les meilleures conditions du monde, avec des amis, sur un peu ce qu'on a été, ce qu'on a pensé, puisqu'en effet, nous n'avons jamais accepté de passer pour des tas de raisons à la radio française et à la télévision française et nulle part, et que par conséquent, il n'y a rien de vivant qui reste sur nous, et qu'après tout, pour les gens qui nous aimeront bien plus tard, bah, on les aime bien d'avance. Et de même qu'on aimerait bien, non mais c'est vrai, avoir des choses sur des gens qu'on aime de siècles passés, on se dit que si on peut leur faire cadeau de ça, bah c'est pas si mal.